Cette semaine au Balado, on parle de l'importance du pluralisme en éducation au Québec avec le chercheur à l'Institut Cardus, Étienne-Alexandre Beauregard. Et l'animateur radio Philippe Labrec nous parle des relations plus que tendues entre le Venezuela et l'administration Trump. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Et dans la première partie de ce podcast de cette semaine, j'ai la joie d'être en compagnie d'Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour. Bonjour Francis. Étienne-Alexandre Beauregard, on se connaît, on vous a déjà reçu pour parler de votre plus récent ouvrage, mais aujourd'hui, c'est davantage comme chercheur à l'Institut Cardus et pour parler de l'une de vos études publiées le 16 décembre dernier, intitulée « Le modèle québécois de pluralisme éducatif » qu'on peut retrouver dans la section française du site de Cardus. Donc, on invite nos auditeurs à aller lire votre rapport. Parlez-nous d'abord, peut-être votre étude, d'où vous est venue l'inspiration d'abord, puis peut-être nous résumer les grandes lignes. Oui, absolument. En fait, l'idée, c'était d'offrir un contrepoids au discours qu'on entend trop aujourd'hui sur l'éducation au Québec. Parce que quand on écoute certains chroniqueurs, certains partis politiques marqués plus à gauche, certaines centrales syndicales, on nous rabat beaucoup avec toute cette histoire d'école à 3 vitesses. Et en fait, l'idée, c'était de dire, OK, examinons le modèle québécois d'éducation et disons qu'est-ce qui le caractérise pour vrai. Pouvez-vous le définir, ce modèle en 3 vitesses? Quelles sont ces 3 vitesses-là? Donc, on accuse notre modèle. Oui, absolument. En fait, ce qui est critiqué, c'est qu'il existe plusieurs avenues, que c'est pas seulement le système qu'on dit public régulier, qu'il existe aussi des programmes particuliers, par exemple, au sein de l'école publique, et également des écoles privées, que nous, on appelle des écoles autonomes. Puis je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, il y a ce sous-entendu, quand on parle de privé, que ce serait d'abord des organismes qui servent à faire du profit, ce qui n'est pas vrai, que ce serait des organismes qui ne suivent pas l'intérêt public, ce qui n'est pas vrai, parce que celles qui sont financées par l'État appliquent le programme éducatif québécois, et aussi, en fait, que ce serait en quelque sorte contraire au bien commun, ce qui, nous, on ne croit pas que c'est le cas. Et donc, c'est plutôt une forme d'autonomie parce que, justement, il y a du financement qui est reçu aussi. C'est une autonomie dans la gestion, mais quand même une application du cursus éducatif québécois. Et donc, pour revenir à cette idée d'école à 3 vitesses, ce serait qu'il y aurait quelque chose de foncièrement mauvais à ce qu'il existe plusieurs avenues. Parce que quand on le dit comme ça, de manière péjorative, c'est comme si le fait qu'il y ait plusieurs options est en quelque sorte condamnable ou devrait être changé. Et nous, en fait, on regarde le modèle québécois d'éducation et on dit en fait, non, c'est un modèle qui est pluraliste. Mais est-ce que c'est pas normal d'une certaine manière qu'il y ait plusieurs options quand il y a plusieurs sortes d'enfants, plusieurs vocations, plusieurs ambitions qui s'expriment pas toutes de la même manière? Puis à ce moment-là, est-ce que ce qui serait problématique, ce serait pas plutôt de chercher à homogénéiser le système? Et donc, l'étude, le but, c'était justement de regarder qu'est-ce qui caractérise le système au Québec. D'abord, on peut dire aussi que le Québec, c'est le second État, en fait, la seconde province au sein du Canada où il y a le plus de jeunes qui fréquentent des écoles autonomes, autour de 11 %, le premier étant la Colombie-Britannique à 13 que c'est pas anormal que les écoles autonomes soient partiellement financées par l'État. C'est le cas dans la moitié des provinces canadiennes. Et en fait, que c'est pas vrai que ça nuit au réseau public, ne serait-ce que financièrement, parce que d'abord, il y a un manque à gagner d'à peu près 750 millions si les parents qui acceptent de cotiser, n'est-ce pas, pour l'éducation de leurs enfants qui vont dans les écoles autonomes, retiraient leur cotisation. Parce que c'est quelque chose tu me permettras cet aparté, Francis, c'est quelque chose qu'on comprend mal quand les centrales syndicales, par exemple, vont dire il faut pas que l'argent des contribuables finance les écoles autonomes. Mais dans les faits, c'est l'inverse parce qu'on paye tous des impôts, mais il y a certains parents qui acceptent de payer 40 de l'éducation de leur enfant en plus de ce qui est déjà payé par les impôts, alors qu'ils en payent autant que les autres. Fait que dans les faits, c'est là qu'on voit qu'il y a en fait 750 millions qui sont directement fournis par ces cotisations-là, volontaires des parents, que l'État devrait combler si toutes les écoles, par exemple, devenaient 100 publiques. Et
pour ce point-là en particulier, est-ce qu'on n'est pas justement dans l'injustice au niveau justement de ses parents? Par exemple, vous l'avez mentionné que on dit toujours que c'est une partie de l'État qui paye pour, disons, une partie de l'enseignement des enfants qui vont à l'école privée. Et donc, il y a un partage entre les parents et l'État dans qui paye pour l'école privée. Donc, on dit toujours les écoles privées sont subventionnées, mais est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Qui paye à la fin? C'est justement le contribuable. Donc, la véritable, disons, perspective serait plutôt c'est l'école publique qui est 100% subventionnée par l'ensemble des contribuables, finalement. Donc, est-ce qu'on n'est pas justement dans une injustice lorsqu'on demande aux parents de payer deux fois, d'une certaine façon, de payer un surplus pour aller à l'école privée? Ne devrait-on pas plutôt donner un crédit d'impôt égal à l'ensemble, disons à la totalité des frais de scolarité des parents qui choisissent l'école autonome? Ben, en fait, c'est clair qu'il y a une inégalité, absolument, parce que, oui, l'argent de l'État vient du contribuable. Donc, c'est toujours très particulier, par exemple, quand le gouvernement qui collecte de l'impôt sur le salaire de quelqu'un lui dit, OK, je vais te le redonner, mais seulement à certaines conditions. Après, il y a certains modèles qui vont mettre davantage de l'avant, par exemple, le school choice à la Milton Friedman, qui vont dire l'argent devrait suivre l'enfant, puis à ce moment-là, c'est le parent qui décide où ça va. C'est ce genre de choses qu'on pourrait explorer. Nous, on était davantage sur un peu le diagnostic du système québécois qui, somme toute, fonctionne relativement. Après, le niveau de subvention, ça, c'est le genre de choses qui pourraient être négociées. Mais moi, ce qui me fait peur un peu, c'est quand on en a qui vont proposer de subventionner à 100%, comme c'est le cas du groupe École Ensemble, comme c'est le cas de Québec solidaire qui ont adopté cette proposition-là, puis le Parti québécois aussi qui sont allés dans cette direction-là. Ça va être pour les transformer en école publique. Parce qu'on dit, OK, on donnerait subvention à 100%, entre guillemets, mais on vous enlève le pouvoir de choisir les étudiants qui vont venir chez vous. Et donc, vous allez devoir devenir une école de quartier. Fait qu'à ce moment-là, on enlève l'autonomie qui fait justement la richesse de ces institutions-là. Parce que c'est aussi la capacité de choix des parents qui est importante. Puis c'est pour ça que même dans le réseau public, on a des écoles qui ont une vocation scientifique, on a des écoles qui ont des programmes sportifs, on a tout ça. Puis le fait de pouvoir même choisir son école publique, c'est pas mauvais, mais malheureusement, les critiques aujourd'hui du soi-disant système à trois vitesses, qui sont en fait des critiques du pluralisme, ont un problème avec le fait qu'il y ait plusieurs options, parce qu'ils y voient une forme de concurrence qui, à leurs yeux, est négative. Nous, ce qu'on aime mieux dire, c'est que c'est davantage une forme d'émulation. Puis je vais m'expliquer. Parce que il y a toutes sortes d'innovations qui sont nées dans les écoles autonomes qui maintenant ont pris leur place dans le système public. Puis le meilleur exemple, c'est les programmes particuliers. Parce que les choses comme le sport-études, les arts-études, c'est quelque chose qui est né dans les écoles autonomes. Et qu'ensuite, bon, le public s'est adapté parce qu'ils ont vu qu'il y avait une demande des gens, que ça motivait les élèves à rester à l'école, à avoir des meilleurs résultats, que les parents aimaient ça, voulaient envoyer leurs enfants là-bas. Et donc, le public s'est adapté. Mais ça, est-ce que c'est mauvais? On présente ça comme si c'était de la concurrence mercantiliste, négative, etc. Mais dans les faits, moi, je ne vois absolument aucun problème que quand il y a des meilleures pratiques qui naissent dans le secteur autonome, le public les adapte ensuite. Je vais donner un autre exemple. Le traitement, par exemple, des élèves qu'on dit EHDA, hein, qui sont handicapés ou en déficit d'adaptation, d'apprentissage, difficulté d'adaptation, pardon, Les enfants ont on besoin voit, particuliers, en général. voilà. Et une des critiques persistantes à l'endroit des écoles autonomes, c'était qu'ils n'en avaient pas suffisamment, ou du moins pas autant que dans le réseau public. Ça reste vrai. Cela dit, si on voit depuis 10 ans, la proportion dans le réseau autonome a augmenté de 200. Et pourquoi? Parce qu'on a mis des nouveaux programmes sur pied pour parler aux besoins particuliers de ces enfants-là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans le public encore. Moi, je pense par exemple au Collège Champigny à Québec, qui ont un programme super intéressant où tu décides ton secondaire, qui se fait en 5 ans d'habitude, est-ce que tu veux le faire en 4 ans, par exemple pour les élèves qui sont doués, avec un arrangement des cours qui est particulier, qui permet d'aller à l'essentiel pour le passer en 4 ans, ou en 6 ans? Mais pas 6 ans en faisant redoubler. Encore une fois, avec un arrangement des cours, avec un accompagnement qui est particulier, pour justement parler aux besoins de ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour faire leur secondaire. Ça, c'est pas avec la rigidité du système public qu'on verrait naître ça. Fait que ça prend un laboratoire aussi pour que des nouvelles initiatives naissent. Puis est-ce que dans 20 ans, si on se reparle sur la saison 35 du Libre Podcast, euh,
on verra pas ce genre de pratique-là être adapté au public aussi. Fait qu'il y a cette saine émulation-là qui est pas du tout une compétition négative qui nuit à des gens. Tu sais, on peut aussi tirer vers le haut en ayant plusieurs modèles. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent dans la conversation aujourd'hui. Donc, selon vous, vraiment, c'est le système, entre guillemets, libre et autonome qui tire vers le haut le système public et la volonté d'uniformiser les choses du système public et des partisans de Québec solidaire et tout ça tire vers le bas, finalement. Ben, nous, on pense qu'il y a un entre-deux. Tu sais, nous, on parle de pluralisme éducatif, on parle pas de libre marché éducatif, par exemple, parce qu'on pense que l'idée qu'il y ait un cursus commun, c'est pas du tout négatif, parce que l'école, c'est aussi un bien public. Dans le sens que moi, je comprends tout à fait pourquoi, quand on va avoir une citoyenneté commune, qu'on veut avoir une nation, par exemple, qu'il y ait des cours d'histoire qui soient les mêmes partout, qu'on ait une espèce de socle sur lequel on s'entend, je trouve que c'est super sain. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai pas de problème avec le fait que même les écoles qui sont autonomes doivent enseigner le cursus scolaire québécois. Ça me semble même normal parce que l'école a ce côté-là creusé aussi. Après, Mais dans c'est la l'offre de service qui manière, peut changer, là. Que oui, la changer autonome, l'offre de service autonome, les écoles privées et tout ça, versus la façon que l'État lui-même l'offre, finalement, ben là, on est un peu exact, entre parce les deux, que là. c'est ça. Puis un système où il y a un pluralisme éducatif dans les faits, ça veut dire que l'État a la responsabilité, au moins partielle, de financer, a la responsabilité de définir, disons, le minimum qui doit être enseigné, mais n'a pas toujours la responsabilité de dispenser l'enseignement. Ça, je pense que c'est une philosophie qu'on pourrait s'inspirer davantage dans nos services publics, de dire oui, il y a un aspect commun, il y a des bases qu'on doit tous atteindre et l'État peut avoir le rôle de le définir. Mais est-ce qu'il doit toujours être celui qui livre le service, celui qui produit le service? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est vraiment parce que il y a de mauvais principes entraînent de mauvaises politiques? Moi, je remettrais peut-être en question justement cette question. On emploie certains termes souvent d'une manière, par exemple, l'équité versus l'égalité. On peut penser que justement que des partis comme Québec solidaire et la gauche en général voient l'équité comme de l'égalité, c'est-à-dire de mettre un peu tout le monde sur le même pied. Mais est-ce que c'est pas justement injuste de créer des systèmes comme ça égalitaires, c'est-à-dire que tout le monde pareil, peu importe les talents de chacun et de chacune? Ben, c'est ça, parce que moi, je pense que le problème fondamental derrière la critique du pluralisme en éducation, c'est qu'on part du principe selon lequel tous les enfants auraient les mêmes besoins. Mais n'importe qui a des enfants ou qui a déjà été un enfant à l'école, c'est-à-dire à peu près tout le monde, c'est que c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde a eu des situations à l'école où il disait, OK, mais tu sais, mettons, telle manière d'enseigner, c'était pas particulièrement adapté à moi. Puis à ce moment-là, quand tu peux avoir une marge pour avoir des accommodements, quand tu peux avoir des choix, par exemple, dans les cours qui te sont proposés, dans l'approche d'enseignement, tout le monde y gagne. Puis c'est normal qu'on finisse pas tous au même point parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Par exemple, des gens qui auraient un intérêt plus poussé, ben déjà pour le sport. Moi, j'ai jamais été sportif. Puis c'est pour ça que j'aurais jamais pu aller dans une école secondaire qui était très axée sur le sport-études. J'aurais détesté ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller davantage dans une école qui était plus axée intello, qui avait génie en herbe, etc. Puis c'est comme ça que je me suis développé au secondaire, typiquement. Fait que d'avoir ces options-là, c'est comme ça qu'on peut s'épanouir. Puis surtout à un moment où on commence à se découvrir, quand on veut explorer des choses qui nous intéressent, d'avoir vraiment juste un one size fits all, là, comme on dirait Hmm. en bon chinois, comme dans Parce un que magasin est-ce de que ça vêtements. existe? Est-ce que ça existe des écoles publiques pour surdoués, par exemple? Dans le public, Hmm. je serais surpris. Puis malheureusement, je pense que c'est à cause de cette mentalité-là qui, Donc, les il faut surdoués qui naissent dans des milieux défavorisés n'ont pas la véritable égalité et le système ne correspond pas à leurs besoins, finalement. pas toujours. Puis d'ailleurs, c'est là que moi, je suis assez sensible à la critique du dit système à trois vitesses. C'est quand on y va juste sur la question des moyens des parents. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce de dire, OK, pourquoi il y a certaines options qui vont coûter davantage? Puis à ce moment-là, par exemple, le gouvernement, Legault, dans les dernières années, a donné, je pense que c'est un 300 à chaque parent pour, en fait, réduire le coût des programmes particuliers. Puis ça, moi, je pense que c'est positif. Si on va dans la même direction, pour qu'on ait une pluralité d'options et qu'on ait moins de barrières à l'entrée. Puis même chose, tu sais, je sais qu'il y a des écoles autonomes qui ont des fondations qui font en sorte que, par exemple, les élèves peuvent obtenir une bourse pour aller étudier dans ces écoles-là,
sans que les parents payent s'ils n'ont pas les moyens. Fait que je pense plus d'initiatives comme ça serait positif parce que c'est vrai qu'on veut pas une ségrégation selon le revenu. Mais après, moi, là où j'ai de la misère, c'est quand, par exemple, on va sur les sites des centrales syndicales comme la FAE et qu'ils ont un problème de principe avec les programmes particuliers parce que ça fait des filières différentes. C'est là que j'ai l'impression qu'il y a un peu de la misère à accepter une forme de pluralisme qui est fondamentale quand même au sein de la société. Et un refus de l'élitisme, là aussi, on n'aime pas ça au Québec. On a l'impression, les élites, des fois, ça donne des mauvais résultats lorsqu'on pense aux politiciens que ça donne et à nos dirigeants qui finalement sont des gens, disons, souvent très, très ordinaires. On peut penser au dernier gouvernement libéral fédéral, où est-ce que justement, bon, c'est quelqu'un de average qui s'est ramassé là et donc on s'est ramassé avec les conséquences, l'inflation et les plus pauvres qui en souffrent finalement. Donc, on a peut-être un problème, disons, de culture au Québec et au Canada, justement, de recultiver, de redécouvrir la nécessité d'avoir des élites pour, pour le bien du bien commun, finalement. Mais justement, ce que vous montrez aussi, bon, vous y faites allusion dans votre recherche, Étienne-Alexandre Beauregard, c'est justement que ces écoles autonomes ont une histoire propre au Québec, c'est-à-dire que le système dans lequel la société québécoise s'est développée depuis la Nouvelle-France, c'est le système des écoles autonomes. Donc, on peut penser aux communautés religieuses qui ont créé véritablement le système d'éducation qu'on connaît aujourd'hui avec une certaine réforme dans les années 60 avec l'étatisation de beaucoup de ces institutions. Parlez-nous aujourd'hui, comment est-ce que, justement, lorsque vous regardez cette transition qui a eu lieu dans les années 60, quels sont les différents effets? Quel est votre jugement, justement, sur ce côté-là, le cours classique qui a été abandonné, la création des cégeps? On voit l'introduction de ce système égalitaire dans cette suppression du cours classique. Voilà, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais parlez-nous, comment voyez-vous un peu cette transition qui a eu lieu dans les années 60 au Québec? Mais d'abord, ça vaut la peine de revenir sur l'aspect historique, parce que moi, c'est quelque chose que je connaissais pas particulièrement bien avant de faire la recherche. Mais c'est vrai quand même, quand on y pense, que la plupart des institutions d'enseignement autonome du Québec sont bien antérieures au réseau public. Et je pense que c'est une fausse conception aujourd'hui quand on les présente parfois comme une espèce de corps étranger à l'histoire québécoise, alors qu'en fait, c'est plutôt les institutions qui ont porté le Québec historiquement. Moi, par exemple, je suis un diplômé du Collège Saint-Charles-Garnier à Québec, qui est littéralement le premier collège d'Amérique du Nord qui a été fondé un an avant Harvard, Les Jésuites? en 1635, exactement, le Collège des Jésuites. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie. Et pourtant, pendant très longtemps, puis d'ailleurs, ça s'applique aussi pour les francophones hors Québec, les institutions d'enseignement autonomes ont été le poumon de la vitalité des Canadiens français parce que à chaque fois qu'on arrivait avec de l'enseignement étatisé, c'était le gouvernement britannique qui voulait s'en servir pour assimiler les Canadiens français. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y avait une grande résistance à l'enseignement public historiquement, parce que, justement, l'Église, c'était l'expression institutionnelle du peuple canadien français. Et donc, quand on avait des écoles autonomes, des écoles francophones, des écoles catholiques, c'était la manière de transmettre un patrimoine. Donc, il y a vraiment un lien profond dans notre histoire avec ces institutions-là. Et oui, évidemment, dans les années 60, ça s'est transformé. Après, quand on regarde la commission parents, c'est très intéressant parce que la commission parents reconnaît l'existence de ces institutions-là et dit, elle aussi, qu'il ne faudrait pas les appeler des institutions d'enseignement privé parce qu'ils disent qu'ils contribuent au bien commun, elles ont un ancrage dans notre histoire et elles servent une mission qui est d'intérêt public. Donc, c'est pour ça que les écoles autonomes du Québec sont encore partiellement financées par l'État pour la majorité. Parce que même à l'époque de la commission parents, on a reconnu le rôle charnière qu'il avait joué dans notre histoire, l'attachement historique que les Québécois y avaient et pourquoi ça valait la peine d'être conservé. Puis d'ailleurs, encore à ce jour, ce sont des institutions qui, même si elles reçoivent du financement étatique en bonne partie, demeurent indépendantes. Et c'est cette autonomie de gestion-là qui leur permet d'avoir les résultats, d'avoir les initiatives qu'elles ont aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on regarde l'argent investi par enfant, souvent va être moindre dans le réseau autonome. Fait que comme quoi, les résultats ne viennent pas toujours d'un plus ou moins d'argent, public ou non, mais aussi d'une culture particulière, parce qu'avec une forme d'autonomie, avec aussi un choix de la part des parents, de la part des institutions, mais ça fait qu'on peut avoir des gens qui ont des intérêts, qui ont une culture d'enseignement commune, qui se réunissent. Puis là, il y a un aspect
un aspect organique aussi. Puis d'ailleurs, on a fait beaucoup ça à l'Institut Cardus, des sondages auprès des gens qui choisissent des établissements d'enseignement autonome. Puis on leur demande pourquoi est-ce que vous l'avez choisi. La raison numéro un, c'est de dire parce que il y a une culture particulière à cet endroit-là, puis pas culture au sens québécois, pas québécois, là, culture au sens de la manière d'enseigner, le sentiment d'appartenance, qui fait en sorte que je pensais que mon enfant serait bien là. Puis c'est pour ça que les gens le font. Fait que quand on laisse un peu plus d'initiatives, quand on le permet de décentraliser, ben, ça permet d'avoir des initiatives comme ça en éducation. Donc, respecter le principe de subsidiarité, là, c'est quelque chose qu'on comprend qui est très important à vos yeux. Absolument. On a peut-être un autre aspect négatif dont on parle peu au Québec, mais qui, par exemple, aux États-Unis, gagne énormément en popularité. C'est les écoles à la maison, finalement. Donc, il y a des profs, il y a des endroits où même le réseau, entre guillemets, privé, ou des parents qui ne veulent vraiment pas le public, finalement, finissent par faire l'école à la maison, soit par peu de moyens ou soit parce que de l'indisponibilité d'écoles privées qui correspondent, disons, à leur vision de la vie et de la réalité. Est-ce que, selon vous, si on réduit les écoles privées, ça peut encourager justement l'école à la maison et avoir un boom à ce niveau-là? Donc, ça serait créer encore plus d'inégalités? Mhm. Ben, après, c'est un phénomène qui reste assez marginal au Québec, mais je vais quand même souligner là-dessus que c'est vrai qu'il y a des barrières pour les écoles autonomes en ce moment. Mais si c'est marginal, peut-être que c'est grâce justement à un système autonome important. Oui, ben probablement. Puis en fait, si on voulait avoir un plus grand pluralisme dans nos institutions, il y a certaines barrières qu'on pourrait lever aussi. Notamment, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant la recherche. Je ne sais pas si tu le savais, mais depuis 2008, le ministère de l'Éducation du Québec ne donne pas de nouvelles accréditations à des écoles, même si elles respectent tous les critères et qu'elles enseignent le programme. Donc, demain matin, si on décide qu'on lance une école, par exemple, qui s'inspirerait du cours classique pour faire encore mieux que le programme d'enseignement, mais qu'on enseignerait les bases, qu'on serait tout à fait en règle avec le ministère pour enseigner, ça serait impossible d'avoir une accréditation pour que les parents qui enverraient leur enfant à notre école aient 60% des frais de scolarité remboursés parce qu'on a tout simplement arrêté de le faire. On cite des raisons financières, mais comme on l'a discuté. Mais pourquoi est-ce qu'on. Ouais, quels sont les justificatifs que le gouvernement emploie pour un projet? Ben, on dit pour des raisons financières, mais comme on l'a vu plus tôt, ça tient pas la route du tout parce qu'à chaque fois qu'un parent décide d'envoyer son enfant dans une école autonome, l'État économise 40% sur la subvention qui est donnée. Donc, au contraire, si on voulait maximiser les raisons financières, c'est ça qu'on ferait aujourd'hui. Et soit dit en passant, les écoles autonomes du Québec débordent aujourd'hui, là. Moi, j'ai eu une discussion avec le directeur général de mon ancienne école secondaire dernièrement, de manière tout à fait fortuite, puis il me disait, si tu savais, Étienne, on a 5 fois plus de demandes d'admission que de places à l'école. Fait qu'il y a une demande, il y a un boom en ce moment. Et d'ailleurs, alors que le système d'éducation est littéralement surpeuplé, là, où on construit des écoles pour être capable de rattraper la cadence, si on permettait à des communautés de lancer des écoles ou à justement des gens qui ont de l'expérience dans le réseau autonome d'ouvrir d'autres établissements, ben, ça serait une manière de pallier à ça. Mais on a décidé depuis 2008 qu'il ne peut pas avoir de nouvelles accréditations, on ne peut pas avoir de nouvelles écoles autonomes. Moi, je pense que c'est quelque chose auquel il va falloir repenser bientôt comme société, là. Donc, si la raison officielle ne tient pas la route, quelle est la véritable raison, selon vous, qui est derrière cet empêchement? Il y a les questions des syndicats qui veulent empêcher, c'est quoi? Ben, écoute, autour des années où cette décision-là a été prise, il y a eu un gros débat sur justement, encore une fois, le financement des écoles autonomes. Puis c'est toujours, ben, en fait, c'est toujours les mêmes groupes qui sont contre ça, là, évidemment. C'est beaucoup les syndicats de l'enseignement, beaucoup des intellectuels, des partis qui se situent plus à gauche du spectre politique, parce que cet aspect-là de pluralisme ne leur plaît pas. Et ben, ça date pas d'hier, là. Je veux dire, c'est un débat qu'on a depuis toujours au Québec, puis qui est comme un des éternels débats à peu près partout en Occident. Mais reste que à cause de ça, on a décidé d'arrêter d'en développer des nouvelles puis de donner une espèce de clause grand-père pour celles qui existent déjà. Je pense pas que c'est un arrangement qui est tenable, d'autant plus qu'on voit maintenant que la confiance dans le système public d'éducation, à juste titre par ailleurs, est un peu en chute. Fait qu'à ce moment-là, si on permet pas d'avoir d'autres options, ben c'est juste un peu que tout le monde est malheureux, t'sais. Donc, à court terme, là, comment est-ce qu'on pourrait, disons, améliorer la situation? Comment faire en sorte qu'on puisse légalement ouvrir de nouvelles écoles? Je peux penser, bon, il y a quelques années, il y a eu une réouverture, là, ce n'était pas une école, mais il y avait
par exemple, le séminaire de Québec a une charte qui vient de la reine Victoria et donc ils peuvent passer par-dessus le Parlement puisqu'ils ont un droit presque constitutionnel, là, le royal, d'ouvrir des écoles. Bon, il doit y avoir des raisons de leur côté qui fait en sorte qu'ils n'en ouvrent pas et donc il n'y a peut-être pas à tous les niveaux une volonté d'ouvrir des nouvelles écoles. On sait que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et les parents, bon, leurs enfants, ils grandissent vite et donc ils passent à autre chose. C'est pas trop long, donc ils se satisfont du système actuel. Mais comment améliorer les choses selon vous à court terme, là, outre bon, publier des études et montrer l'importance et la centralité d'un système d'éducation et d'écoles autonomes au Québec pour donner justement des nouvelles élites et permettre ce pluralisme. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation à plus ou moins long terme pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de pluralisme, encore plus d'écoles privées, d'écoles autonomes qui émergent un peu partout au Québec? Ben, d'abord, en fait, si le gouvernement avait de la volonté, il y a 3 choses qu'il pourrait faire pour mettre plus de pluralisme en éducation. La première chose, c'est comme j'ai mentionné, de renverser la directive selon laquelle on ne donne pas de nouvelles accréditations aux écoles, pour laquelle il n'y a pas vraiment de légitimité, là, parce que le motif qui est invoqué est pas basé sur des faits. La seconde chose qu'on pourrait faire pour qu'il y ait davantage d'élèves à besoins particuliers dans les écoles autonomes, ça serait de leur verser la même bonification par élève EHDAA que le public a. Parce qu'en ce moment, il y a une bonification financière au public quand on accueille un élève qui est dit à besoins particuliers pour être capable d'accompagner ses besoins. Si vous êtes dans une école autonome, que vous accueillez le même élève, d'abord que vous avez seulement 60 du coût de scolarité, vous n'avez pas non plus la bonification. Fait qu'à ce moment-là, effectivement, on peut critiquer qu'il y ait une sous-représentation de ces élèves-là dans le système autonome, mais après, il faut voir qu'il y a un désincitatif direct aussi à les prendre en charge. Et sur la question des cas qui sont plus lourds, parce que c'est aussi une critique qui revient, mais il faut aussi savoir que les écoles autonomes n'ont pas le droit d'avoir plus qu'un brevet d'enseignement. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que si moi j'ai une école, comme les écoles dont on parle depuis tout à l'heure, qui font de la formation générale, j'ai pas le droit d'avoir un brevet pour faire de l'adaptation scolaire. Donc, je peux pas avoir d'autres classes qui sont pour des élèves qui sont des cas plus lourds et qui ont des besoins qui sont plus particuliers. Fait qu'à ce moment-là, il y a une injustice à les critiquer pour ça. Est-ce qu'il y a toujours, juste une petite parenthèse, est-ce que c'est toujours les enfants à besoins particuliers, c'est toujours de la, entre guillemets, sous-douance ou est-ce qu'il y a, il y a des gens des écoles qui reçoivent des subventions supplémentaires pour les élèves surdoués au Québec? Écoutez, c'est une bonne question. Je pense que souvent, ça dit difficulté d'apprentissage. Fait que, moi, je pense qu'on peut présumer que la vaste majorité ne sont pas des élèves doués, mais effectivement, après, Est-ce qu'on pourrait élargir la définition de besoins écoute, particuliers? faudrait voir les critères du ministère. Je suis pas prêt à m'avancer sur ce que ça implique, mais c'est clair que oui, à partir du moment où on dit que il y a une pluralité de besoins, mais ça veut dire qu'il faut accompagner tous les besoins qui sont impliqués. Par exemple, je sais au Collège François de Laval à Québec, par exemple, ils ont un programme au potentiel intellectuel. Ça, on verrait pas ça au public. Puis je pense que même le fait que ça existe dans une institution autonome comme ça, on en trouverait pour le critiquer. Après, est-ce que c'est des élèves qui existent? Est-ce que c'est des élèves qui ont des besoins et qui devraient avoir un accompagnement pour être stimulés à l'école plutôt que d'être mis au fond de la classe en disant toi, fais autre chose si tu as déjà compris la matière en cause? Ben, moi, je pense que oui. Puis c'est ça l'intérêt, en fait, d'avoir un système qui est pluraliste, parce que quand on reconnaît qu'il y a une pluralité de besoins, ben, ça veut dire qu'on est capable d'adopter notre approche à chacun aussi. Puis c'est ça l'intérêt. Puis est-ce que, justement, on ne devrait pas avoir un gouvernement qui, au lieu de contraindre les institutions autonomes, puis de bloquer la, la latitude supplémentaire qu'ils ont pour répondre à toutes sortes de besoins, qui les encourage plutôt à faire ça. Moi, je pense que oui, je pense qu'on serait dû pour faire ce virage-là en ce moment au Québec. Est-ce qu'une augmentation, par exemple, du crédit d'impôt pour les enfants pourrait être une solution aussi? On pourrait penser à un système où est-ce oui, on arrête le financement par l'entremise de l'État, donc, et c'est-à-dire que c'est le parent lui-même qui finance en totalité l'éducation de son enfant et qui a un crédit d'impôt proportionnel, tout en gardant un réseau public pour ceux qui ne sont pas capables de se permettre le reste. Est-ce que ça ne serait pas un incitatif, peut-être en y allant d'une manière graduelle, peut-être pas du jour au lendemain, mais à tous les 10 ans, bonifier de 10% la contribution du parent, mais proportionnelle à un crédit d'impôt? Est-ce que ça pourrait être une avenue qui pourrait nous aider à sortir de cette vision, disons, de monopolistique, étatique, de mainmise sur l'éducation au Québec?
Ben, écoute, la question du modèle de financement, on n'a pas particulièrement étudié ça. Néanmoins, je pense, cela dit, que si c'était seulement couvert par le parent, si tu arrives à un chiffre qui est à 10, 15, 20 000, par exemple, ben, si c'est un crédit d'impôt, forcément que ça va devenir plus socialement stratifié que si c'est une subvention. Fait qu'à ce moment-là, si le but, effectivement, c'est d'avoir une pluralité d'options, mais qu'il soit quand même accessible pour toutes sortes de bourses, peut-être que c'est pas l'avenue vers laquelle il faut aller. Après, est-ce que, par exemple, pour la partie qui est déboursée par le parent, on pourrait mettre un crédit d'impôt? Ben, peut-être. Mais c'est de voir, puis là, ça, c'est une question pour un économiste, mais de voir comment on est capable d'équilibrer ça pour que on soit capable d'avoir à la fois une accessibilité qui est plus forte, parce que je pense peut-être que c'est là-dessus, en fait, la critique qui est valide en ce moment envers le réseau, c'est de dire que, bon, en raison d'un financement qui n'est pas complet pour les institutions autonomes ou qui est réduit, ben, il y a une accessibilité qui est déficiente. Mais certainement, le problème, c'est pas la disponibilité de toutes sortes d'options ou encore le fait qu'il y ait une partie d'autonomie. Puis j'ai l'impression peut-être que des fois, quand on critique le système comme il est, on critique pas la bonne chose. Étienne-Alexandre Beauregard, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Cardus et vous étiez l'auteur de cette recherche disponible pour tous ceux qui veulent la lire sur le site de Cardus. Son titre, Le modèle québécois de pluralisme éducatif, concilier, équité et diversité. Alors, Étienne-Alexandre Beauregard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci, Francis. Et dans la deuxième partie de ce balado de cette semaine, nous avons la joie d'être en compagnie de Philippe Labrec, animateur à Radio-VM, à Questions d'actualité, qu'on peut écouter tous les jours. Alors, c'est une première de vous recevoir au Libre Podcast. Philippe Labrec, bonjour. Bonjour. Philippe Labrec, vous êtes, je l'ai présenté comme un animateur radio à Radio-VM, mais vous êtes également un collaborateur de Libre Média depuis les tout débuts presque. Vous avez publié dernièrement un article sur Libre Média au libre-media.com intitulé Derrière le duel Trump-Maduro, la nouvelle guerre froide. Donc, on va commencer en parlant justement de cet article-là, puisque la capture de Maduro, ça date déjà de presque le temps passe tellement vite qu'on a l'impression que ça fait déjà presque un an là, que ça s'est passé, mais ça vient de se passer dans le mois dernier. Et là, il va se passer toute une séquence d'événements parce qu'il va être jugé et tout ça à partir de New York, là où il se trouve en ce moment. Mais selon vous, Philippe Labrec, la capture de Maduro dépasse la simple démonstration d'une puissance américaine. Oui, tout à fait. Je crois que il y a beaucoup de gens qui ont interprété la chose comme une application d'une néo-doctrine Monroe. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Là. Je ne dis pas que c'est faux. Ouais. Je ne dis pas que j'adhère pas au moins partiellement à la chose. Je crois par contre que la doctrine Monroe, là, je résume ici, là, c'est essentiellement les États-Unis qui disaient à l'Europe, à partir de maintenant, puis ça c'était quoi, début 20e, fin 19e siècle, qui disaient à l'Europe, à partir de maintenant, les Amériques sont à nous. Et en échange, on va rester à l'extérieur, on ne va pas s'impliquer dans les affaires politiques et militaires européennes. Et donc, l'impérialisme européen là, dans les Amériques prenait fin à toute fin pratique. Là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Amérique du Sud reste la cour arrière des États-Unis et l'Amérique centrale aussi? Hein? Les Caraïbes, oui, tout à fait. Là, je pense que ça reste la sphère d'influence américaine première. J'inclurais même le Canada dans ça. Là. Le Canada n'est pas tout à fait indépendant de tout ça. Ceci dit, je crois qu'on revient vers un esprit qui ressemble, une structure internationale qui ressemble beaucoup plus à celle de la guerre froide. Donc, c'était pas un hasard, à mon avis, que l'intervention américaine au Venezuela, la capture, pour ne pas dire le kidnapping de Maduro, se soit fait quelques heures, peut-être 12 heures ou 24 heures à peine après l'arrivée d'une délégation chinoise au Venezuela. Je crois que c'est un message subtil ou du moins assez évident envers le régime chinois, leur disant vous êtes impliqués de plus en plus depuis 10 ou 20 ans en Amérique du Sud, notamment par l'entremise de politique commerciale qui fait que la Chine est devenue le partenaire numéro 1 commercial de la majorité, voire tous les pays d'Amérique du Sud, remplaçant les États-Unis de loin, bien sûr. Et donc, les États-Unis ont laissé faire, peut-être longtemps, peut-être trop longtemps, dans le sens où il y avait un excès de confiance en leur propre puissance. Mais là, je pense que les Américains, sous Trump, se sont réveillés moins puissants qu'ils le pensaient. Ils se rendent compte que leur hégémonie, maintenant, j'ai envie de dire, elle a disparu, peut-être pas entièrement, là, ça reste encore la seule grande puissance. La Chine n'est pas encore rendue là, mais
les États-Unis sont contestés de façon crédible, notamment par la Chine, ou presque uniquement par la Chine, je dirais. Là. Il y a d'autres acteurs, mais ils sont beaucoup moins forts, beaucoup moins influents. Et la Chine, un peu comme à l'image de l'Union soviétique pendant la guerre froide, s'implique dans la sphère américaine. On se rappellera bien sûr que les Soviétiques étaient proches de Cuba, la Russie est encore proche de Cuba. Les Soviétiques s'étaient impliqués partout au sein de différents régimes aussi en Amérique du Sud. La menace communiste à l'époque pesait là, sur les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et les États-Unis, bien sûr, avaient répliqué de façon logique, si on peut dire, pour essayer d'extraire l'Union soviétique le plus possible des affaires qui tombaient sous, encore une fois, sa sphère d'influence. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut comprendre l'opération envers Maduro de cette façon. Il y a bien sûr des éléments plus direct, plus concret, plus à court terme, là, je dirais, notamment, apparemment, Trump est en négociation avec Maduro depuis longtemps. Il voulait lui offrir une porte de sortie. Hein. C'était pas coulé dans le béton que les États-Unis allaient rentrer là de force pour le prendre. Apparemment, Maduro l'aurait pas pris au sérieux, ou du moins refusé de traiter avec lui, là, de mener une entente. Et donc, ça a amené finalement à une opération militaire qui, c'est sûrement la dernière option pour les États-Unis. Hein. Mais c'est celle-ci c'est la solution qui a été choisie finalement. Mais je crois qu'encore une fois, il faut comprendre tout ça. Un peu comme la crise des missiles cubains doit être comprise au sein de la logique de la guerre froide. Je crois qu'il faut comprendre l'opération américaine au Venezuela dans ce qui devient de plus en plus un monde bipolaire similaire à celui de la guerre froide, où les sphères d'influence, les blocs, comme on disait à l'époque, reviennent à l'avant-scène, et on ne peut plus penser ou comprendre les relations internationales, la relation de puissance entre les différents pays, les différentes nations, autrement que de cette façon, dans le sens où les États-Unis vont asseoir leur influence vont réaffirmer, je devrais dire, leur influence sur l'Amérique, peut-être même l'Europe, et la Chine, elle, va de plus en plus asseoir son influence sur l'Asie en demandant des concessions, des garanties. Certains pays vont toujours, et les deux vont tenter de façon réciproque d'exclure le plus possible l'autre de sa propre sphère. Là, c'est un peu comme ça, je crois qu'il faut comprendre la structure des relations internationales qui, comme j'ai dit, ressemble beaucoup à celle de la guerre froide. Est-ce qu'on peut refaire un lien au niveau tactique, là, géostratégique, entre justement, par exemple, Poutine, de sa Russie, qui voit l'OTAN essayer et l'Union européenne d'essayer d'inclure l'Ukraine, mais il avait quand même dit, ça, c'est ma zone d'influence, et c'était comme la trace dans le sable, là, c'est la ligne rouge à ne pas traverser. Et donc, il devait, de son point de vue, s'impliquer en Ukraine pour justement maintenir la frontière à quelque part. Est-ce qu'on peut penser que c'est un peu la même logique que Trump a fait au Venezuela, au sens où il s'est dit ça, c'est notre zone d'influence, et donc nous devons gagner cette manche absolument, et s'il faut kidnapper le président non élu, on ne sait pas trop, là, mais le président Maduro, il faut passer par là. Est-ce qu'il y a un lien justement dans ces deux grands blocs que vous voyez entre la Chine et dans lequel fait partie la Russie? Est-ce qu'on voit ces différentes plaques tectoniques-là suivre la même logique? Je pense que oui. Je pense que Vladimir Poutine l'avait dit lui-même, d'ailleurs, l'écroulement de l'Union soviétique a été le plus grand désastre géopolitique du 20e siècle. Et c'était pas par nostalgie pour le communisme, mais c'était plutôt parce que l'Union soviétique représentait un poids qui pouvait équilibrer la puissance américaine. Et donc, la puissance américaine devait toujours considérer l'influence, la puissance soviétique dans ses actions. Ce qui veut dire que la puissance américaine n'était pas libre. C'était pas encore un hégémon comme on l'a vécu après la chute du mur, là. Et donc, pour Poutine, non seulement une fois qu'on lit entre les lignes, où en fait Poutine est assez transparent là, en ce qui a trait à sa vision du monde, un de ses objectifs, sinon l'objectif principal de Poutine était bien sûr de rétablir la sphère d'influence russe. Après l'éclatement de l'Union soviétique, dans les années 90, mais surtout début 2000, l'Union européenne et surtout l'OTAN a repoussé ses frontières de plus en plus proches des frontières russes, jusque dans l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, ce qui était considéré comme la sphère d'influence russe, comme une espèce de zone tampon du moins, là.
Quand je dis zone d'influence, ça ne veut pas dire que les Russes disaient, par exemple, à la Pologne quoi faire ou imposaient leur volonté aux Polonais, mais il y avait cette espèce de... certains disent qu'il y avait une entente au moins verbale entre Bush père à l'époque et Gorbatchev, ou Boris Yeltsin, si je ne m'abuse, qui, apparemment, Bush père aurait promis de ne pas justement élargir l'OTAN aux pays de l'Est. Ce qui s'est fait par la suite, pas sous Bush père, là, mais sous les différents présidents américains, et on a vu que la croissance de l'Union européenne vers l'Est s'est accompagnée de la croissance, l'élargissement, je devrais dire, de l'OTAN, directement dans ce qui était la sphère d'influence russe. Les Russes n'avaient pas les moyens dans les années 90 et même 2000, je dirais jusqu'à au moins 2015-2020, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, n'avaient pas les moyens de répliquer. Donc, ils ont subi ce que les faibles sont un peu forcés de subir dans un système international où les puissants font un peu ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, là, c'est simplement une observation. Mais là, quand Poutine a pris le pouvoir, je crois que ça a toujours été son objectif de rebâtir non seulement l'appareil militaire russe qui avait été presque entièrement défait lors de la chute du mur et de l'éclatement de l'Union soviétique, dans l'objectif de rétablir une certaine sphère d'influence. Une espèce de zone tampon, encore une fois. Il faut croire, d'un point de vue russe aussi, l'Ukraine est russe. Hein, la Russie, à l'origine, c'est essentiellement Moscou, Novgorod et Kiev. Oui, c'est ça. Il y a une cohérence culturelle. Les peuples frères, la majorité des Ukrainiens parlent quand même russe aussi. C'est pas leur première langue, c'est leur deuxième, bien évidemment. Donc, selon vous, disons, la politique de Trump en Amérique du Sud actuellement, on les voit, les différentes chutes, entre guillemets, ou disons, transferts à droite des différents gouvernements aussi peut être vu comme une certaine zone de transfert d'influence. Le Costa Rica, notamment, qui a tourné à droite dans les plus récentes élections. On a vu le Chili, évidemment l'Argentine et tout ça. Peut-être le Brésil, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Là. Mais ce qu'on voit, c'est justement que peut-être les Américains reprennent du poil de la bête dans cette zone d'influence qu'ils considèrent eux aussi comme étant naturelle pour eux. Marco Rubio a parlé de notre hémisphère pour parler de l'Amérique. Donc, d'une certaine façon, c'est, disons, la politique impériale de part et d'autre, et chinoise et américaine, qui se dévoile sous nos yeux. Dans ce contexte, comment est-ce que vous voyez un peu là, ce qui se passe en Iran? Parce qu'on a vu comment disons, les négociations dont vous avez fait mention entre Trump et Maduro précédant son arrestation rocambolesque, il y a eu le déploiement des navires dans la mer des Caraïbes. Donc, ils étaient prêts militairement. On a l'impression que c'est à peu près la même chose qui est en train de se passer dans la région du Golfe Persique, on peut penser, et en Méditerranée, là, il y a des navires et tout ça. C'est sûr que c'est très secret, mais on sait quand même que Trump l'a dit ouvertement qu'il y avait des navires qui s'en venaient. Est-ce que c'est un moyen de faire juste... Est-ce qu'on est à ce point-là en Iran, selon vous, en ce moment, où l'armée américaine est prête et ça donne un levier supplémentaire pour faire des éventuelles négociations? Et selon vous, est-ce que ça peut aller jusqu'à un kidnapping d'un ayatollah en Iran dans les prochaines semaines, selon vous, Philippe Labrec? J'avoue que j'aurais pas prédit un kidnapping de Maduro comme technique là, comme technique militaire. Là. J'essaie de penser à un exemple historique là, parallèle qui pourrait nous donner justement une comparaison. Là, j'ai la difficulté à penser à un seul exemple là, de kidnapping. On peut remonter au Moyen-Âge, certains des aristocrates et des rois qui étaient des fois... on peut penser à Napoléon qui avait kidnappé ou tué sur le champ de bataille. On peut penser au pape qui avait été Pie VII, qui avait été kidnappé par Napoléon. C'est vrai. Donc, faut remonter dans début l'histoire. 19e siècle... Ouais, ouais, mais bon, dans le monde moderne, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale ou même au 20e siècle, est-ce que je sache, c'est jamais arrivé. Et donc, j'aurais pas pu le prédire, essentiellement. Là, ce que j'essaie de dire, c'est que j'aurais pas prédit que les États-Unis allaient kidnapper Maduro. Je doutais fortement d'une intervention en sol vénézuélien similaire à celle que les Américains ont fait en Irak, en Afghanistan. Je crois qu'ils ont pris temporairement, mais ils ont appris de leur erreur, donc ils ne feront pas la même chose, ils n'iront pas occuper un pays. Donc, je crois que la même logique s'applique à l'Iran, parce qu'ils vont kidnapper l'ayatollah, j'oublie son nom, là, mais c'est pas Khomeini, mais c'est... peu importe. Le plus récent. Je pense pas qu'on...
Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait un kidnapping. Après, est-ce qu'il va y avoir... est-ce que les États-Unis vont tenter de faire chuter le régime par des bombardements à gauche et à droite et par des techniques de subversion de la population pour essayer de renverser le régime d'une façon populaire, si je peux dire, grâce aux Iraniens eux-mêmes? Ça se pourrait. Après, je crois que les Américains veulent absolument pas d'une région instable. Donc, tout ça doit se faire avec l'aide ou du moins Le concours de l'acceptation, l'Arabie Saoudite le et des concours de l'Arabie Émirats, le Saoudite et Qatar. d'Israël. Mhm. Ouais, c'est ça. Surtout l'Arabie Saoudite. Je crois que ce qui s'est passé quand Trump est revenu au pouvoir, qui a visité l'Arabie Saoudite peu de temps après, c'est que essentiellement, les États-Unis ont donné le bâton en ce qui a trait à qui va gérer le Moyen-Orient à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été choisie par l'administration Trump. Il faut se rappeler que sous Obama, il y avait une espèce de pivot vers l'Iran qui avait été très mal vu, très mal compris d'ailleurs. Il savait pas. Obama s'était pas fait beaucoup On se d'amis. rappelle ouais, c'est ça, Obama avec des avions remplis d'argent cash qui avaient soi-disant été livrés pour acheter un peu la paix avec les Iraniens. Et donc ça a été mal vu justement mais on sait aussi que l'Arabie Saoudite a de nombreux investissements. C'est des plus grands Aramco et des plus grands fonds, des plus grandes entreprises au monde. Et on parle aussi de Mohamed Ben Salman là-bas qui serait plus libéral et qui voudrait moderniser l'Arabie Saoudite. On a vu aussi des ouvertures au niveau du tourisme et tout ça. Donc, il y a même des projets de villes grandioses dans le désert. Bon, il y a toutes sortes de choses, il faut distinguer ici, bien évidemment. Donc, mais en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, là, les navires qui se rendent sur place? Donc, s'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à une déstabilisation, qu'est-ce qu'ils veulent gagner en Iran en ce moment, les Américains, selon vous, Philippe Labrec? Non, je pense qu'ils veulent peut-être déstabiliser le régime pour le faire chuter, mais si on vient à la conclusion que de faire chuter le régime mène à une situation chaotique, incontrôlable, les Américains n'ont pas envie d'être impliqués en Iran comme ils l'ont été en Irak, et je crois que ça sera encore plus difficile en termes d'occupation du pays. Là, l'Irak est déjà un grand pays, mais l'Iran est encore plus grand et plus complexe. Donc, c'est la dernière chose que les Américains veulent faire, c'est d'avoir à occuper le pays pour le stabiliser. Donc, s'ils en viennent à la conclusion que la chute du régime mènerait à une situation plus chaotique et plus incontrôlable et moins prévisible, je crois qu'ils vont tenter simplement de gérer le régime, de le garder en place, mais le transformer en ce qu'on dirait en anglais un puppet regime, là, du moins un régime qui devrait son existence essentiellement aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite. Il faut se rappeler par contre que l'Iran et l'Arabie Saoudite se détestent mutuellement pour des raisons notamment religieuses, mais historiques aussi. C'est la grande rivalité du Moyen-Orient. Donc, pour que le régime subsiste, c'est pas impossible que les Américains, Trump en particulier, disent au régime, vous pouvez rester en place, on va s'assurer en gros là, que vous ne soyez pas renversé, peut-être même par votre propre peuple, on va faire ce qu'on peut du moins, mais vous devez accepter qu'à partir de maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui dirige la région, avec nous à l'arrière, là, bien sûr. Mais donc, ça reste à voir. Dans le contexte que vous avez mentionné par rapport à la Chine, qui étaient les deux grands empires d'aujourd'hui, on peut penser justement que le Venezuela était d'une tentation pour la Chine, était une tentative pour la Chine de construire son empire au-delà du Pacifique, pourrions dire. On peut penser aujourd'hui que la Chine est disons, l'Iran est sous la tutelle géopolitique là, de la Chine? Et si oui, est-ce que c'est d'une certaine façon œil pour œil, dent pour dent, les Américains? C'est-à-dire qu'ils vont rapatrier dans leur zone d'influence quelque chose qui désormais semblait être un fait accompli pour la Chine? Bonne question. C'est sûr que la Chine n'a pas interdit la Russie d'ailleurs à voir l'Iran tomber. Le régime actuel est proche de Moscou et proche de la Chine également. Donc, et bien sûr, l'Iran est un producteur de pétrole, donc la Chine, qui a toujours besoin de plus de pétrole, aimerait bien garder l'Iran dans son giron. Faudra voir quel genre de statut l'Iran aurait. De là à dire que l'Iran tomberait sous la sphère d'influence américaine, je sais pas. Là. Ça me semble beaucoup, mais ce serait pas impossible non plus, dépendamment s'il y a un changement de régime et quel serait le prochain régime, ou si le régime reste en place et si celui-ci déciderait, peut-être basé sur certains incitatifs que les Américains leur offriraient, de changer de camp.
Mais Moscou et Pékin ne seraient pas du tout heureux de ça. Donc, il y aurait des répercussions ailleurs. Reste à voir où exactement. Parce que juste pour se déplacer un petit peu, il y avait la Syrie aussi qui, on se rappelle, les troupes de Moscou avaient quand même aidé à combattre l'État islamique dans une période où les Américains étaient vraiment affaiblis dans la région. Et c'est eux, c'est les Poutine et ses troupes qui ont comme rétabli un peu l'ordre. Et là, on a vu Trump se réaccaparer le nouveau président syrien. Donc, vraiment, il y a tout un jeu d'échecs là, qui se produit sur place. Les Chinois, comment réagiraient-ils si les Iraniens allaient davantage, avaient une nouvelle ouverture à une certaine collaboration avec les Américains? Selon vous, les Chinois, comment pourraient-ils réagir? Bonne question. Où est-ce qu'ils pourraient répliquer? On pense à Taïwan, mais je veux dire, Taïwan est sur la table depuis longtemps. Les Chinois sont toujours de plus en plus agressifs, mais de là à dire qu'il irait jusqu'à une invasion de Taïwan, je crois que tôt ou tard, ça va se faire, mais peut-être pas dans les 6 prochains mois. Ou je crois que ce qui est plus probable, c'est que la Chine accélère ses opérations de subversion, encore une fois, en sol taïwanais, et que finalement Taïwan se rattache à la Chine de façon non militaire, pour le dire ainsi. Là. Ça serait essentiellement une opération de subversion, là, mais on sait déjà que le Parti communiste chinois et les renseignements chinois sont largement présents en sol taïwanais, ont infiltré certains partis politiques aussi. Donc, est-ce que la Chine accélérerait cette opération à Taïwan en réplique? Est-ce que les Américains feraient en Iran? Je ne sais pas. En fait, je pense que même les Américains ne voudront pas non plus titiller, si je peux dire, la Chine davantage ou trop. Donc, ils vont essayer de trouver un juste milieu en ce qui a trait à l'Iran qui ne va pas être trop déplaisant pour la Chine. Donc, essentiellement maintenir le flot de pétrole à partir de l'Iran vers la Chine, notamment. Ils vont tenter aussi de ne pas trop antagoniser Moscou, parce qu'ils veulent pas non plus... Parce qu'ils négocient une paix en ce qui a trait à l'Ukraine avec Moscou, donc on ne veut pas non plus donner des raisons supplémentaires à Moscou là, de continuer son conflit en Ukraine. Donc j'ai l'impression que les Américains vont, avec le concours de l'Arabie Saoudite, tenter de trouver un équilibre entre tout ça, ce qui n'est pas facile. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement ce que la Chine ferait. C'est tout un jeu d'équilibriste, mais on sait, c'est tout un jeu d'équilibriste. Et on a vu cette semaine, on a entendu, parce qu'on n'était pas présent dans la salle, mais il y a eu des discussions entre Xi Jinping de 2 heures, il paraît, dit-on, entre Xi Jinping et Donald Trump. Du côté américain, on parlait d'une grande conversation très fructueuse et tout ça. Et d'un autre côté, du côté chinois, on parlait davantage avec, disons, ton diplomate parlant, et Taïwan avait été souligné. Donc, on voit dans cet grand ordre mondial dont vous relatez dans le cas, ce nouvel ordre mondial, d'une certaine façon, qui est en train de se dessiner et dont les acteurs et les différents pays doivent se positionner. C'est un peu le cadre de votre article sur, disons, le duel Trump-Maduro qu'on peut lire sur libre-media.com, Philippe Labrec. Mais juste pour nous situer, nous, le Canadien, nous, Québécois, un peu, on a l'impression que on est embarqué un peu dans ces grands mouvements. Et le gouvernement actuel a davantage l'impression de vouloir se tourner vers la Chine. Comment est-ce que vous voyez un peu la politique canadienne à ce niveau-là? Et, comment la voyez-vous? Et selon vous, est-elle souhaitable ou devrait-on, selon vous, aller plutôt du côté peut-être du Parti conservateur qui, on l'a vu cette semaine avec son congrès et tout ça, a donné le feu vert à un des politiciens du Parti conservateur d'aller retrouver son vieil ami de l'école, J.D. Vance. Donc, il y a un rapprochement qui se fait du côté conservateur par rapport aux Américains et à l'administration Trump, tandis que les libéraux de Carney vont plutôt vers les rouges. On dirait que les couleurs s'alignent avec les Chinois. Comment est-ce que vous voyez le Canada dans ce qu'il prévoit aujourd'hui? Et selon vous, quelle des deux options est-elle souhaitable, Philippe Labrec? Je crois pas trop à la politique des puissances moyennes, qui était le sujet du discours de Mark Carney à Davos. Et c'est naïf peut-être de croire que les États-Unis vont laisser le Canada faire affaire avec la Chine indéfiniment, sans contrainte. Tout simplement parce que, encore une fois, le Canada tombe dans la sphère d'influence américaine, ce qui veut dire que les Américains vont dire à un certain point c'est assez. Et de deux, c'est surtout que les Américains ne vont pas laisser les produits chinois, plus que c'est déjà le cas,
transiter par le Canada pour ensuite se retrouver aux États-Unis. Donc, le Canada va devoir choisir dans quelle sphère économique il veut soit rester, soit se déplacer. Et donc, je crois que la géographie a déjà choisi pour nous qu'on sera encore et toujours dans la sphère économique et même militaire américaine. Ce qui veut dire que la politique envers la Chine canadienne, je ne dis pas qu'on ne peut pas conclure certaines ententes commerciales, mais elle est limitée. Elle est limitée à la volonté américaine de ce qu'ils sont prêts à laisser en termes d'influence chinoise s'immiscer au Canada. Et donc, à mon avis, je ne vois pas exactement où ça va mener, mais en même temps, le gouvernement canadien doit quand même tenter de contre-équilibrer l'influence américaine, si ce n'est que pour négocier une meilleure position directement avec les Américains. Pour obtenir quelque chose, en général, il faut donner quelque chose. Donc, c'est pas impossible que dans les prochaines années, le Canada dise oui, on va accepter la position américaine en ce qui a trait à la Chine, mais en échange, les Américains vont donner soit moins de tarifs ou des préférences commerciales au sein de l'ASEUM. Concurrence, finalement, en un mot, la concurrence, ça aide à faire lever les enchères d'une certaine façon, aller chercher un meilleur deal du côté canadien. Ben oui, exactement. Ça, c'est pas une mauvaise idée, mais je crois que le réalignement du Canada sur les puissances moyennes est peu réaliste. On est géographiquement collé aux États-Unis, la plus grande puissance au monde. Il n'y a aucune chance que les États-Unis laissent le Canada commencer à agir de façon complètement indépendante au point de vue des relations internationales. On s'est menti longtemps en faisant croire que le Canada avait une politique internationale unique, distincte, pour utiliser ce mot-là, quand en fait, on avait simplement le luxe de ne pas avoir à défendre notre seule frontière et donc on se disait internationaliste, mais dans les faits, on avait le luxe de l'être parce que les Américains assuraient la défense nord-américaine. Donc, je crois que cette ère-là, cette époque-là est terminée. Et le Canada doit redevenir... Qu'est-ce qui faisait, selon vous, Philippe Labrec, la différence, par exemple, entre Mark Carney et, par exemple, un Jean Chrétien qui décide de ne pas aller, lui, en Irak à l'époque? Et donc, on se rappelle justement cette politique internationaliste où est-ce qu'on va pas, on est contre les néoconservateurs, on s'affirme. On dirait qu'il n'y avait pas eu à l'époque de conséquences trop négatives pour le Canada pour ce positionnement. Qu'est-ce qui différencie un peu cette époque de la nôtre, selon vous? Jean Chrétien, en ce qui a trait à l'Irak, il y avait la question de l'OTAN. Vu que c'est pas l'OTAN qui est allé en Irak, mais l'OTAN est allé, par contre, les États-Unis ont évoqué l'article 5 pour ce qui est de l'Afghanistan. Et rappelons-nous que c'était la plus grande opération militaire canadienne depuis très longtemps. On a été impliqué en Afghanistan. L'Irak était... l'appui canadien n'aurait été que symbolique. On n'aurait pas fait grand-chose, je crois, militairement là-bas. On aurait pu l'octroyer, mais les Américains étaient quand même prêts à agir seuls, beaucoup plus qu'en Afghanistan. Et donc, eux savaient très bien que c'était très impopulaire mondialement. La France aussi n'est pas allée, d'ailleurs. Il n'y avait que le Royaume-Uni, essentiellement, comme pays significatif qui avait suivi les États-Unis, de mémoire. Et ça, c'est un choix politique, encore une fois. Donc, je crois que... Avec Tony Blair, exact. Donc, je crois que les pays alliés des États-Unis avaient un peu plus de jeu à choisir est-ce qu'on veut y aller ou non, suivre les Américains. Tandis que l'Afghanistan, bien sûr, vu que c'était l'OTAN qui était invoqué, là, c'était beaucoup plus difficile. Et donc, je crois que le Canada a payé pour ce qui est de l'Afghanistan, dans le sens, il a payé le prix de son alliance avec les Américains et au sein de l'OTAN, qui est essentiellement une alliance militaire menée par les Américains, en Afghanistan. Et après, le Canada, même au point de vue des ressources militaires, je crois qu'on les avait déjà pris. On avait tout épuisé ce qu'on avait d'une certaine façon en Afghanistan. Et donc, l'Irak est venu un peu après. On pouvait justifier aux Américains que là, c'est trop. Là. En fait, nous, on ne peut plus fournir. On y croit plus ou moins en plus. Donc, je crois que Chrétien était dans une meilleure position diplomatique. Les Américains comprenaient un peu à la limite, mais ils étaient prêts à y aller seuls. Là, la différence, c'est que Carney commence à dire que le Canada pourrait se déplacer dans une autre sphère que la vôtre. On a une politique indépendante de la vôtre, ce qui n'était pas le cas de Chrétien. Chrétien et le Canada étaient simplement encore et toujours alignés sur les États-Unis. Et là, sous Carney, Carney commence à adopter un certain discours qui semble être en opposition à celui des États-Unis en ce qui a trait à la structure des relations internationales. Il est en train de dire que dans ce nouvel ordre mondial, il n'y a peut-être pas de tort qu'à un certain point, les puissances moyennes doivent s'allier pour contre-équilibrer les grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis. Mais comme vous l'avez mentionné, il est allé en Chine pour conclure une entente commerciale alors qu'il a de la difficulté à le faire avec les États-Unis. Donc, il a un peu choisi son camp de façon maladroite, à mon avis. D'ailleurs, il est allé en Inde peu de temps après le discours de Davos. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à son retour, on a appris que les États-Unis avaient conclu une entente commerciale importante avec la Chine.
Avec l'Inde, oui, pardon, excusez, avec l'Inde. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que l'Inde a choisi son camp et c'est pas celui du Canada. Donc, c'est Oui, assez les États-Unis. Donc, ils se sont soumis. L'Inde s'est soumise dans la volonté américaine de ne pas acheter de pétrole non, je ne russe. dirais pas qu'elle s'est soumise. Non. Mais je pense qu'elle a choisi son camp. Je pense pas qu'elle s'est soumise. L'Inde a été non alignée toute la guerre froide, d'ailleurs. Et je crois que c'était assez brillant de sa part. Je ne crois pas qu'elle se soit soumise, mais l'Inde, qui est d'ailleurs... On peut penser que le gaz russe faisait son affaire quand même. Son gaz russe à rabais a servi les intérêts de l'Inde. Et là, ça va être terminé. Là. Contre des droits de douane de 18 % quand même, c'est pas rien. Mais enfin, eux aussi sont assez protectionnistes, les Indiens. Philippe Labrec, je suis désolé de vous couper comme ça. On n'a presque plus de temps, mais j'essaie de nous ramener peut-être au Québec. Comment le Québec peut-il, de sa grandeur morale, disons ça comme ça, peut-il se positionner justement dans ce réalignement global dont les forces nous semblent très, très lointaines, non, à la fois par les cercles décisionnels, mais aussi par la puissance des enjeux et des joueurs? Ben, je crois que le Québec est limité. Là. De toute façon, on est représenté par le Canada, qu'on le veuille ou non, sur la scène internationale. Je pense pas que la francophonie pèse énormément non plus du côté américain, mais bon. Je crois que la position de Paul Saint-Pierre Plamondon est potentiellement la bonne dans le sens où il reconnaît que le Québec, ses intérêts commerciaux sont essentiellement liés à ceux des États-Unis et bien sûr du reste du Canada, là, mais quand il dit quand il qualifie la Chine de régime totalitaire, je ne me rappelle plus des mots exacts, là, mais il n'a pas tort. Là. Je veux dire, avoir à choisir entre les États-Unis et la Chine, malgré les défauts de chacun, je dirais toujours avec les États-Unis. Là. Ça reste une grande démocratie. Après, remplie de défauts, vous allez me dire, oui, bien sûr, là, mais c'est quand même mieux qu'un système communiste totalitaire chinois qui, de toute façon, n'utilise le Canada que comme outil pour potentiellement nuire aux États-Unis. Donc, on ne serait que l'objet de quelqu'un d'autre. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon avait raison là, quand il a parlé de l'entente commerciale avec la Chine comme étant un peu douteuse. Il faudrait se poser des questions là-dessus. Et que l'alignement vers les États-Unis est non seulement logique, mais inévitable. Donc, certain réalisme là, la classe politique provinciale, je crois, doit adopter. Je crois qu'il faut sortir aussi là, collectivement des espèces de discours anti-américains un peu niais, pour être franc, là, où on s'élève moralement, mais ça n'a absolument aucune conséquence. Là. Je comprends qu'on ne veut pas acheter de bouteilles de vin américain à la sac, mais si les Américains commencent à faire la même chose envers nos produits, au final, c'est nous qui allons payer le prix. Là. Je veux dire, les États-Unis peuvent survivre sans vendre quelques bouteilles de Chardonnay à la SAQ à des Québécois, mais l'inverse, je veux dire, on exporte 70-75% de tous nos produits, tous nos services aux États-Unis. Si eux arrêtent d'acheter, par contre, là, on va être dans le trouble, comme on dit. Donc, je crois qu'il faut sortir de ça, de cette espèce de dichotomie morale qui est fausse entre le bien et le mal, comme si les Américains étaient mauvais, là, entre guillemets, ils représentaient le mal, surtout Trump. On voit qu'il y a une psychose collective au Québec en ce qui a trait à Trump. Là, les gens sont incapables de gérer le fait qu'un président américain défende les intérêts des États-Unis comme il les conçoit, ce qui est absolument logique. Je veux dire, le président américain, ça le dit, il est américain. Et les Québécois et même les Canadiens, à la limite, s'attendent à ce que le président américain gère son pays dans les intérêts de d'autres pays, ce qui est complètement illogique. Donc, je pense que le Québec et les Québécois, notamment, devraient commencer à simplement voir la chose de façon réaliste. Et je pense qu'on serait moins émotionnellement parlant. Là, on commencerait à entrer dans un état d'esprit plus sage, déjà. Puis là, les discours, qui, à mon avis, sont enfantins en ce qui a trait aux États-Unis et à Trump, en particulier au Québec, disparaîtraient ou du moins s'estomperaient. Et là, je pense qu'on pourra avoir un dialogue interne au Québec et potentiellement même un dialogue direct avec les États-Unis qui serait beaucoup plus serein que celui de l'espèce de psychose collective à chaque fois qu'on mentionne le nom Trump là, au Québec. Et justement, finir par peut-être bénéficier de cette nouvelle politique américaine et de leur économie qui est quand même la plus importante au monde. Donc, pour continuer à bénéficier de cet avantage géographique, comme vous l'avez mentionné, ça peut... Oui, allez-y. J'espère qu'on ne dépasse pas trop le temps. Non, allez-y. Mais on voit ce qui se passe dans l'Alberta. Il y aurait des contacts directs entre les sécessionnistes, entre guillemets, albertains et l'administration Trump. Et ça serait très sérieux, apparemment, là, des hauts fonctionnaires de l'administration Trump qui seraient en contact avec ces groupes-là. Si vous êtes un nationaliste québécois, et j'essaie de rester objectif ici, c'est peut-être la plus grande occasion non seulement d'obtenir une reconnaissance américaine rapidement si, bien sûr, il y aurait un référendum gagnant,
Parce que les États-Unis sont, comparativement à 1995, sont beaucoup plus enclins à le faire en ce moment. En 1995, Clinton n'avait aucun intérêt à ce que le Canada éclate. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On n'a jamais été aussi proche de cette façon-là, en termes de relations internationales, d'obtenir la reconnaissance principale avec la France, bien sûr, d'une victoire du oui à un référendum, admettons, ou même d'une déclaration d'indépendance, peu importe comment ça se fait, que maintenant. Et donc, en termes de politique intérieure qui devient une politique extérieure ici, en ce qui a trait au Québec spécifiquement, c'est peut-être une conjoncture pour les nationalistes, du moins les souverainistes québécois, inespérée. Je ne sais pas s'il le dirait ouvertement parce que c'est extrêmement impopulaire au sein des Québécois, mais si on regarde la chose froidement, géopolitiquement parlant, il n'y a peut-être jamais eu de meilleure conjoncture depuis même le référendum de 80, en fait, depuis la fin de la guerre. Donc, avis aux nationalistes québécois du Parti québécois et peut-être plus largement. C'est ce qu'on retient de votre commentaire éditorial final, d'une certaine façon. Philippe Labrec, je rappelle qu'on peut vous lire dans les pages de Libre Média ou libre-media.com de nombreux articles, dont le plus récent intitulé « Derrière le duel Trump-Maduro, la nouvelle guerre froide ». Alors, Philippe Labrec, je rappelle que vous êtes, collaborateur à Libre Média depuis longtemps, mais vous êtes principalement animateur de radio et animateur de l'émission Questions d'actualité diffusée sur les ondes de Radio VM. Alors, Philippe Labrec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes bien évidemment invités à nous lire, nous rendre visite et vous abonner pour la modique somme de 4$ par mois au libre-media.com. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Libre Podcast.